l'une des raisons qui ont fait que j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que j'ai été longtemps marqué par le choc que ça a représenté pour eux, de partir de Biskra, une oasis baignée de lumière et de chaleur, et de se retrouver dans une ville industrielle du Nord. Ça m'a toujours fasciné, ce choc culturel, climatique. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par Mande Marouf. Et notre invité aujourd'hui, c'est Abdelkrim Saïfi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes enseignant, journaliste et vous publiez Si j'avais un franc aux éditions Anne Carrière. Alors on va rappeler aux nouvelles générations ce que c'est un franc. C'est de la monnaie, hein. C'est notre ancienne monnaie, ça vaut sensiblement 15 centimes d'euros, c'est ça ? À peu près, oui, c'est ça. C'est la monnaie qui avait cours avant l'an 2000. Avant, c'est pour les jeunes. Pourquoi il y a écrit roman sur la couverture de votre livre ? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, c'est l'éditeur qui a décidé ça. En fait, moi j'ai écrit un récit, mais avec les codes du roman. Et donc, l'aspect romanesque peut-être l'a emporté, effectivement. Mais c'est votre histoire. Oui. Finalement. Oui. C'est vous. Pas inventer une virgule. Non, c'est ça. C'est une bio, quoi, en fait. Ouais. Une bio romancée. Ouais. On pourrait dire une autofiction, des choses comme ça. À quelle distance vous êtes de cette histoire ? Il y a des choses que vous avez censurées ou Non, pas du tout. C'est juste, il y avait beaucoup de matériaux. Il y a des choses dont j'ai parlé, d'autres que j'ai mis de côté parce qu'elles n'avaient un intérêt tout à fait moyen pour entrer dans le cadre de ce roman, entre guillemets, ou sans guillemets, comme vous voudrez. Mais non, j'ai rien censuré, non. L'histoire de vos parents, vous la connaissiez bien ? Ou vous avez pu interroger votre mère, votre père un petit peu sur leur histoire, ou c'est quelque chose sur lequel vous avez dû vous documenter ? Non, en fait, je les ai pas forcément interrogés, c'est juste et raconté. Plus ma mère que mon père, parce que mon père est parti assez tôt, et c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Ma mère était beaucoup plus loquace, et elle racontait facilement sa vie, la vie d'avant, etc. Et puis, ce que j'ai pu, moi, vivre et aller plonger dans les méandres de la mémoire, ça a donné ça. Votre mère, c'est la reine de la punchline, hein. Ouais. Elle aimait bien envoyer des punchlines. Oui. Avant qu'on appelle ça des punchlines. Elle adorait ça. Ouais. Votre premier livre, c'est Fido, chien de berger. Vous l'avez lu combien de fois et comment vous l'êtes-vous procuré ? Ah, Fido, chien de berger, c'est un livre magnifique. D'ailleurs, après avoir publié S'il y avait un franc, il y a un de mes amis qui l'a trouvé sur Internet et il me l'a envoyé. Dans la bibliothèque rose. Exactement, je l'ai à la maison maintenant, c'est un grand bonheur. C'est un livre que j'ai reçu dans un paquet distribué par le journal La Voix du Nord. À l'époque, ils faisaient ce qu'ils appelaient le Noël des déshérités. Donc, il y avait une assistante sociale qui donnait les adresses au journal et puis on recevait des brioches, des choses comme ça, etc. Et puis il y avait des livres dedans, c'était une idée somptueuse. Il y avait une brioche par enfant en général, parce que les choses étaient bien faites, et voilà. puis il y avait des cadeaux. C'était bienveillant. C'était magnifique. Ouais. Ça existe encore, ça ? Oui. Ce genre d'opération ? Oui. Ouais. Oui. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience de la puissance des mots ? À l'école, j'avais une maîtresse qui nous lisait La Fontaine, Jean de La Fontaine, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, Le chêne et le roseau. J'ai dû l'apprendre, bien sûr, comme tous les enfants, et en tout cas une fable de La Fontaine. Et à chaque fois que j'essayais de me mémoriser, j'étais terrorisé quelquefois par certains mots, par certaines phrases, et l'effet que ça produisait dans ma tête. Et là, je me suis dit, ah oui, les mots, c'est important. Et puis il y a effectivement Yamina, le personnage principal, qui est ma mère, vous l'avez compris, racontait aussi des histoires le soir, et la façon dont elle racontait ça, j'étais émerveillé. Je me suis dit, on peut raconter des choses fantastiques comme ça, si tant est qu'on maîtrise un peu le verbe. Mmh. C'était avant la télévision, hein. Votre mère, elle maîtrisait l'art de la série avant la télé. Oui, c'est exactement ça, parce que quelquefois elle s'arrêtait quand elle le voulait, au beau milieu d'une histoire, elle disait allez vous coucher, et puis la suite demain. Et donc on expédiait le repas en disant l'histoire. Elle aimait bien les histoires de diable un peu quand même, et tout ça, votre mère, non ? Oui, parce qu'en fait toutes les histoires c'est le bien et le mal. Quand vous regardez bien. Et là, bien sûr, il y a des mondes, des merveilles, des gentils, des méchants. Ainsi va le monde, non ? Oui.
Alors votre mère, elle n'a pas eu une vie facile. Hein. Tous les jours de cette vie, pendant longtemps, elle a dit je veux rentrer en Algérie. Oui. Et puis le jour où on lui a dit tu vas retourner en Algérie, elle n'a plus voulu. Pourquoi ? Parce que ses enfants, parce qu'elle avait vieilli, elle était de plus en plus malade, elle savait que ça serait compliqué. En fait, elle, si ça ne tenait qu'à elle seule, elle serait sans doute repartie, mais elle voyait ses enfants qui avaient grandi, qui s'étaient installés, qui avaient fait leur vie ici, qui étaient devenus français. Et donc, c'était compliqué, elle ne voulait pas les abandonner, évidemment. Mais est-ce que finalement, ce mythe, ça l'aidait à continuer ? C'est-à-dire ce mythe du retour comme une génération qui se disait on va revenir, mais en se disant qu'au fond c'était pas vrai. Je crois qu'elle y a cru sincèrement jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, elle a arrêté de se raconter des histoires. Elle s'est dit bon, ma vie est là, mais avec l'idée de repartir de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. C'était ça le sujet au bout d'un moment. C'était pas nous allons tous repartir et nous installer là-bas. C'est écoutez, vous faites votre vie, que ce soit ici en France ou où vous voulez. Pourquoi pas en Algérie d'ailleurs, mais moi en tout cas, je vais aller respirer l'odeur du pays de temps en temps et ça me va bien. L'histoire débute en 1948. Oui. Le héros, c'est Korichi. Oui. Et il décide de venir en France. Il vient d'où ? De Biskra. C'est une oasis. C'est la porte du désert, Biskra. Ah oui, oui. Et donc... ça sent les dates un peu là-bas, non ? Ah non, ça sent les meilleures dates du monde. Ah oui. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, oui. Non, mais il y a des choses il faut être précis. Voilà. Alors c'est Degletnour. Exactement, Degletnour, des doigts de lumière. Pourquoi on les appelle comme ça ? Parce que c'est des dates transparentes, très sucrées, transparentes, et elles sont réputées pour être les meilleures du monde. Bon, ceci étant posé. Alors en 48, on prend pas l'avion. Non. Il faut du temps pour arriver en France. Il faut beaucoup de temps. Ouais. Jusqu'aux années 60, même 70, oui. On prenait le bus de Biskra, et ensuite le bateau, la traversée, Marseille, le train, Paris. Il n'y avait pas de TGV direct Marseille-Lille, pas encore. Et donc ça durait des jours et des jours, oui. Avec des haltes, etc. Oui. Qu'est-ce qui l'amène dans le nord de la France en 1948 ? La misère. Vous avez dit 1948, c'est l'Algérie de l'époque coloniale. On sort de la guerre, tout le monde sort de la guerre et c'est très compliqué en France et c'est encore plus compliqué en Algérie, et donc le fait de ne pas trouver de travail, de quoi vivre, de quoi faire vivre sa famille, etc., puis peut-être intuitivement un rêve d'avoir une vie meilleure, de se réaliser, peut-être, je sais pas, il n'a pas parlé de ça. Un rêve de planter un jardin. Exactement. Oui, c'est exactement ça, exactement ça. C'est le rêve, son rêve, un de ses rêves, oui, c'était de revenir avec 3 sous en poche, d'acheter quelques palmiers, dattiers, et de vivre la vie dont il pouvait rêver à l'époque. Alors il arrive dans le nord de la France, au Mont. Oui. C'est à côté de Maubeuge, la grande ville à côté. C'est ça. Et il y a une grosse entreprise qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, j'imagine. Oui. Ouais. Valorec, dans lequel il est embauché. Oui. Et c'est l'époque où les usines tournent, mais alors vraiment ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, c'est les 3-8, donc ça ne s'arrête jamais. Ça tourne, il y a des dizaines d'usines dans cette ville et aux alentours. Ça travaille. Il y a une expression assez curieuse qui disait on va doubler, c'est-à-dire qu'on va faire des heures supplémentaires, etc. En fait, c'était pas des heures sup, c'était des journées doubles. Voilà. Et donc c'était incroyable, c'était ahurissant. Moi, l'une des raisons qui ont fait que j'ai voulu écrire ce livre aussi, c'est parce que j'ai été longtemps marqué dans mon esprit par le choc que ça a représenté pour eux, Korichi d'abord, Yamina ensuite, de partir de Biskra, une oasis baignée de lumière et de chaleur, et de se retrouver dans une ville industrielle du Nord. Ça m'a toujours fasciné, ce choc culturel, climatique. Thermique, parce que c'est la grisaille, c'est des hivers. La lumière. Yamina parlait souvent de la lumière.
Souvent. Surtout que la génération de vos parents ont connu quelques hivers assez rigoureux, hein, 54, et puis il y en a d'autres. Hein, donc, donc nous, on a oublié, aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait chaud, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. Donc, il arrive dans cette... il découvre ce que c'est que l'usine, finalement, le travail à l'usine, avec des centaines d'Algériens. D'ailleurs, c'était bien organisé, hein, c'était par ville ou par région. Quasiment, oui. Pourquoi il est arrivé à Aoumont ? C'est parce qu'il avait un de ses amis, Rouac, qui l'avait précédé. Et il lui a envoyé un courrier en lui disant écoute, si tu veux venir, il y a du travail ici, viens. Ça s'est passé aussi simplement que ça. Et effectivement, c'était par affinité, par village, par région. C'est comme ça que ça se passait. Les Polonais, les Italiens étaient déjà là ou ils sont arrivés après ? Non, ils étaient déjà là, bien avant. Les Italiens, ils étaient là au tout début du siècle. Les Polonais, un petit peu après, dans les années 20, 30, ils étaient déjà là bien avant. Pas forcément bien intégrés, mais ils étaient là. Alors, on rappelle qu'à cette époque, eh bien, les gens, les ouvriers sont regroupés par chambre, hein, parfois jusqu'à une dizaine par chambre. Ah oui. C'était ahurissant. L'appartement où est arrivé Korychi, rue de la Providence à Aumont, je l'ai connu, je l'ai vu, je l'ai visité. Après, toutes ces maisons-là ont été détruites parce qu'elles étaient dans un état d'insalubrité très avancé. Mais j'ai vu ça, c'était ahurissant, c'était des gourbis, c'était infâme. Comment on peut vivre là-dedans, comment ils ont pu vivre là-dedans, c'était incroyable. Alors, il y a rue de la Providence, mais quelques années plus tard, il y a une autre rue qui arrivera, c'est rue des produits chimiques. Oui. Comment est-ce qu'on peut appeler une rue des produits chimiques dans une ville ? Ça existe. Ça existe toujours. La rue des produits chimiques. À Aumont. À Aumont, ça existe toujours, oui, bien sûr. Parce que il y avait une usine qui s'appelait les produits chimiques. Et donc, ils ont appelé ça la rue des produits chimiques. Aussi simplement que ça. Quelques années après, 3-4 ans après son arrivée en France, votre père fait venir votre mère et elle arrive donc rue de la Providence et elle lui dit quand est-ce qu'on va en France. Ça, c'est une punchline quand même. Et lui répond on y est. On est en France parce qu'elle avait rêvé la France. Quand ils étaient en Algérie, ils ont parlé, elle était super heureuse d'aller en France parce que c'était la France de la télévision, la France des magazines, la France des Français qui disaient là-bas en France, etc. Donc c'était un pays de cocagne. Et donc où il faisait beau, où tout le monde était riche, tout le monde était beau, tout le monde était bien, heureux. Et donc quand elle arrive là, elle dit ça peut pas être ça la France. Et le mythe a été entretenu pendant des années quand même, hein. Celui de France où tout le monde était beau, riche et c'est ça qu'on a entretenu. Encore maintenant. Toujours ? Oui. Enfin maintenant il y a les réseaux sociaux, les gens voient. Oui, les gens. Ils veulent aller à Dubaï, au Canada un peu aussi. Rien. Mais on a tendance à voir le bon côté des choses. Donc, quand la France est un beau pays, quoi qu'on en dise, c'est un pays exceptionnel. Et donc, si on voit les bonnes images de la France, ça reste un pays dont on peut rêver. Vos parents ne savaient ni lire ni écrire. Oui. Ils ont appris en France ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je saurais pas dire pourquoi ils n'ont pas appris, mais toujours est-il que mon père est parti assez tôt, donc il a jamais vraiment parlé le français, c'est ça la vérité. Ma mère comprenait parfaitement le français, parfaitement. Elle avait du mal ou elle ne voulait pas répondre en français. Elle le faisait quelquefois, mais c'était volontaire. Elle voulait entretenir la langue arabe. C'est une forme de fidélité par rapport au pays ? Ou à elle-même. Ou à elle-même, tout simplement. C'était comme ça, elle était bien dans cette langue, dans cette culture, et elle le transmettait. On ne va pas dire qu'elle en était fière, c'était comme ça. Et donc, et nous, on était bien aussi quand elle nous parlait l'arabe, on était bien aussi. Nous, on n'avait aucun problème. Dehors, on parlait en français. À la maison, on parlait en français entre nous, y compris à Yamina dans les derniers temps. Et puis à la maison, on parlait l'arabe et on était bien dans cette langue. Vous avez connu les assistantes sociales, on vous racontait quand les assistantes sociales venaient à la maison et qu'elles interrogeaient votre mère et qu'elles la faisaient passer pour quand même quelqu'un de bête.
Oh, c'était horrible. En fait, C'était des humiliations quand même. C'est des époques où il y avait des vraies humiliations qui étaient subies. Oui. Dans un premier temps, on a eu une assistante sociale extraordinaire, lumineuse, Madame Luce. Et j'ai compris en l'écrivant que Madame Luce, du latin, c'est la lumière. La lumière, Luce, ouais. Et elle était vraiment lumineuse. C'était une femme extraordinaire qui nous a beaucoup aidés. Et après, on a eu d'autres assistantes sociales, notamment une autre dont vous faites allusion, qui était horrible. Oui, à l'humilier devant nous, etc. Tout ça pour 3 sous, c'était insupportable. Alors, il s'appelle Jafar Beck, c'est ce qu'on écoutait sur Radio Le Caire. Hein. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Il y avait que la radio, il n'y avait même pas la télé et on écoutait Radio Le Caire parce que Radio Le Caire était informé. Pourquoi Jafar Beck? Et c'est une parodie, hein. Oui, c'est incroyable que vous ayez retrouvé ça. Ah, je me suis donné du mal, hein, je peux vous dire. C'est incroyable. Je me suis donné du mal. C'est pas simple, c'est pas un document facile à trouver. Bravo. On écoutait ça, Radio Le Caire, en cachette. Même on le mettait pas très fort à la maison parce qu'on avait peur que ou des voisins ou la police écoute ça, puis ils disaient oh là là, vous parlez de Gaulle, etc. Vous allez être expulsé immédiatement. Bon, c'était une chanson évidemment en pleine guerre d'Algérie. Qui parlait de Gaulle, qui parlait de l'indépendance, qui parlait des combats en Algérie, etc. Et puis c'était une chanson entraînante. Et nous, quand on était gamins, on comprenait pas tout non plus. Et cette chanson, on la chantait, on comprenait la moitié des mots, mais les parents, eux, savaient de quoi il s'agissait. Vous racontez comment le conflit, cette guerre d'Algérie, a été importé sur le territoire français, dans le Nord, hein, oui. La guerre qui faisait rage entre le FLN et le MNA. Votre père, lui, avait choisi son camp, c'était le FLN. Oui. Hein. Votre père, il avait un statut de patron, parce que comme il fait partie de ceux qui sont arrivés en 48, voilà, c'était une figure imposante. Et vous racontez, finalement, que le FLN et le MNA allaient chez les gens pour les inviter à cotiser. Beaucoup d'ouvriers à cette époque cotisaient dans les 2 camps, pour avoir la paix d'ailleurs. J'aime bien le mot invité. Hein? Non, invité, non, c'était raquetté. Non, effort de guerre. Voilà. Vous racontez ces scènes pour se replonger un petit peu dans le contexte de l'époque. Moi, il y a une histoire qui m'a fait froid dans le dos. C'est comment, vous disiez tout à l'heure que les ouvriers qui travaillaient à l'usine, il y avait 2 équipes. Hein. Il y avait une équipe du matin et une équipe du soir. 3 équipes. 3 équipes. Les 3-8, ce qu'on appelait les 3-8. D'accord. Ah, il y avait une équipe après 23 heures? Oui, d'accord. La nuit. D'accord. Et vous expliquez comment les familles allaient récupérer ceux qui travaillaient le soir pour éviter qu'ils se fassent descendre. Oui, on a fait ça pendant des années. Mais vous expliquez un petit peu, expliquez ce qui se passait. En fait, effectivement, il y avait la guerre faisait rage entre les 2 factions à l'époque, les 2 organisations, le MNA et le FLN. Et si vous avez choisi un camp contre l'autre, eh bien vous payez cher, y compris de votre vie. On voyait, on apprenait qu'un tel avait été tué, un tel avait été assassiné par tel ou tel clan, et souvent ça se passait la nuit à la sortie de l'usine, et donc les familles, on allait tous en délégation chercher les ouvriers, et puis on les ramenait de maison en maison. De cordon sanitaire. Exactement, voilà, ils étaient au milieu. En maison. Ils étaient au milieu, les hommes étaient au milieu, et les femmes et les enfants, on les entourait, et on allait de maison en maison. Alors c'était sympa, c'était joyeux, etc., mais en hiver, c'était un peu compliqué, quoi, à 11h30 du soir, et puis nous on se couchait vraiment tard, du coup, et puis après le lendemain de l'école, ça piquait un peu, quoi, et donc oui, c'était des années difficiles, où il y avait la peur au ventre, il fallait d'abord travailler, c'était fatigant, il fallait assurer la survie de la famille, puis en plus assurer sa propre survie. C'était des années très difficiles. Alors vous apprenez qu'il y a un contrat sur la tête de votre père. Oui. Vous, votre père, vous avez confié une mission. Oui, la mission de la hachette. On avait une petite hachette, vous savez, pour couper le petit bois. Et donc, souvent, on venait sonner à la maison, le soir.
vers 19h, 20h comme ça, et donc on savait que en général c'était pas forcément des voisins bienveillants qui venaient, donc il fallait parer toute éventualité. Et l'idée c'est que un jour ou l'autre quelqu'un viendrait pour tuer Koréchi. Et donc nous on le savait, et donc on s'était préparé. Je devais tenir la hachette à portée de sa main pour qu'il s'en empare pour se défendre. Et donc pendant des années, des mois et des années, dès que ça sonnait, j'allais chercher la hachette, je me tenais derrière la porte. À disposition. À disposition. Ouais. Il fallait être là, hein, évidemment. Dans ces règlements de compte, vous expliquez que les femmes et les enfants n'étaient pas concernés. Que finalement c'était que les hommes qui étaient... Oui. Et vous racontez cette scène où un soir on vient pour tuer votre père, franchement, et que votre mère, à ce moment-là, a la présence d'esprit d'intervenir. Oui, et c'est ça qui l'a sauvé sans doute. On en a reparlé souvent après. Elle l'a raconté. C'est pour ça que je me souviens aussi des mots que j'étais trop petit pour me mémorer. Mais elle est intervenue sans se montrer en disant je sais qui tu es. Et si tu peux le tuer parce que un jour ou l'autre tu le tueras. Mais si tu le tues, j'enverrai une lettre à ta mère et je lui raconterai ce que tu as fait. Et ça l'a refroidi. Mais ils étaient venus pour le tuer ce jour-là. On savait qu'ils étaient venus pour en finir. Mais vous-même, comme enfant, vous avez été témoin de morts. Vous avez vu des morts? Oui, en sortant le matin pour aller à l'école, donc on avait 5-6 ans, effectivement, on sort et devant la porte, il y avait quelqu'un qui avait été assassiné dans la rue. Il s'était traîné jusqu'à la maison pour demander du secours. Il n'était pas parvenu. Il est mort devant l'entrée. En sortant pour aller à l'école, oui, on a vu cet homme mort. Oui, ça marque. Alors, on va écouter un deuxième extrait plus sportif. Il s'appelle Rabat Driassa. Ah. Extra. Alors qu'est-ce que ça vous rappelle cette chanson? Et que ça rappelle à peut-être quelques-uns d'entre nous qui écoutent aujourd'hui, qui ont vécu ça à l'époque. Oui, c'est donc tout début des années 60, Rabat Driassa, donc une star algérienne énorme, et il sortait des disques très souvent, quasiment tous les mois il sortait un disque, et cette chanson-là en particulier qui parle de football, qui dit vas-y, mets-la au fond du filet, etc. Et quand vous avez 6-7 ans, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous jouez au foot, et donc on chantait cette chanson en jouant au foot. C'était incroyable. Bravo d'avoir trouvé cette chanson aussi. Alors vous rappelez comment 9 joueurs de l'équipe algérienne disparaissent subitement un jour? Oui. C'était incroyable parce qu'il y avait des joueurs comme Mekloufi qui était une star, c'était le Zidane de l'époque, et donc ils jouaient à Saint-Étienne, à Monaco, etc. Donc des immenses stars de l'époque qui étaient convoités par le Real de Madrid à l'époque, et qui un jour disparaissent de la circulation. 9 d'un coup. 9 d'un coup. Ouais. Donc tout le monde s'est dit mais où est-ce qu'ils sont passés, etc. Puis il y a quelques temps, quelques jours, quelques semaines de la Coupe du Monde. Au Brésil, je crois, et en fait ils sont partis rejoindre Rome puis Tunis pour constituer l'équipe de foot d'Algérie. Alors Monde, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, dis-le Monde. Au lieu de me mettre des cartons là, tu meurs d'envie parce que le foot c'est sa partie. Alors là, attention. Ah d'accord. Okay, Monde. Coupe du Monde en Suède en 1958. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai pensé au Brésil parce que c'est le Brésil qui a gagné, je crois. Mais effectivement. Le Brésil qui a gagné, tout à fait. Voilà. C'était l'émission foot. On se retrouve pour parler de foot tout à l'heure. Et donc, c'est officiellement la naissance de l'équipe de foot du FLN. Ça a été un traumatisme énorme en France. D'abord parce que c'était, comme je vous l'ai dit, des joueurs immenses, des stars, des vedettes, comme on disait à l'époque. Et puis, constituer une équipe nationale, alors que la nation officiellement c'était un acte de guerre, de sécession. C'était incroyable. Quel courage ça a été pour ces footballeurs-là aussi de renoncer à tout, à leur salaire, à leur gloire, pour aller rejoindre une cause. Ça a été un traumatisme partout. La Fédération française de football a tout fait pour qu'elle ne soit pas reconnue, cette fédération-là, et pour les empêcher de jouer, etc. C'était un événement
qu'on a oubliés, mais immenses. Dans vos prières la nuit, alors vous demandiez 2 choses à Dieu. Vous demandiez de ne plus avoir d'asthme. Oui. Il faut dire que toute votre famille était touchée quasiment par l'asthme. Oui. C'est le climat, certainement. Sans doute. Et l'humidité, souvent. Sans doute. Ouais. Et deuxième chose que vous demandiez, c'était un ballon de football en cuir. Oui. Qui c'est qui vous a offert ce premier ballon de football en cuir ? C'est le papa d'un de mes bons copains, Jean-Marie Lepez, voilà, c'est son nom comme ça, et il est devenu professeur de physique, agrégé de physique depuis. Et en fait, son papa avait un magasin où il vendait des ballons, des choses comme ça. Et un jour, je suis arrivé premier, son fils deuxième, alors que son fils était toujours premier. Et il m'a dit, alors, comment ça s'est passé, etc. Et il m'a félicité, il m'a dit, voilà, je te donne un ballon parce que tu mérites. Oui, ça valait des sous à l'époque, un ballon. Oh là là. Parce que je raconte dans le livre que effectivement ça coûtait tellement cher que c'était hors de portée, et quand on avait les sommes folles que ça représentait, les chaussures à crampons aussi, c'était quelque Imaginez, chose. aujourd'hui tout le monde a des chaussures, enfin tout le monde, Oui, c'est à portée. Mais à l'époque c'était inimaginable, et je me dis à ces montres-là, seul Dieu pouvait faire quelque chose. Et vous avez eu votre... Et je l'ai eu. Oui, parce que sinon à l'école c'était l'époque où on avait des images quand on était bon. Oui. Oh bah oui, des bons points d'abord. Et après on avait droit à une image. Au bout de 10 bons points, vous aviez une image. Et donc l'image c'était le Graal. Et donc et vous, comme vous étiez bien organisé, vous collectionnez vos images dans des boîtes à suppositoires. Oui, exactement. Et je les monnayais aussi parce qu'il y avait des copains qui n'étaient pas, qui avaient des difficultés, et donc quelquefois je leur donnais une image pour qu'ils ramènent ça à leur maison et qu'ils disent voilà papa, maman, ça tout va bien à l'école. Alors, Si j'avais un franc, c'est le titre du roman de notre invité ce matin aux éditions Anne Carrière. C'est Abdelkrim Saifi qui est avec nous aujourd'hui. Un livre que vous avez écrit, un livre de transition pour Sarah et Selim, vos enfants, et vous avez ouvert la boîte à souvenirs. Et les souvenirs sont remontés comme ça, on était en train d'en parler hors antenne. Alors, Si j'avais un franc, il faut expliquer quand même, à un moment donné, vous énervez énormément votre mère et elle vous répond. Tiens, je veux bien que vous nous disiez ce passage. Plaisir. Et c'est Yamina, donc votre maman, qui vous dit ce qu'elle ferait, elle, si elle avait un franc. Voilà. Mais un jour, elle explosa. Si j'avais un franc, je retournerais maintenant, sans attendre un seul jour dans mon pays. Si j'avais un franc, je prendrais le premier bateau à Marseille et j'irais voir mes frères et mes sœurs à Alger, prendre le thé sous le figuier, rouler le couscous sur la terrasse au soleil. Si j'avais un franc, j'irais à Lichen à manger des dattes, des déglettes de nour, en prenant le frais sous le grenadier. Si j'avais un franc, je quitterais cette maison, cette ville où on étouffe. On dirait que cela a été fait pour nous préparer à affronter l'enfer. Si j'avais un franc, je passerais dire au revoir aux petites au cimetière. Je n'y ai jamais remis les pieds. Je me suis approché plusieurs fois, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Qu'elle me pardonne. C'était au-delà des douleurs humaines. Si j'avais un franc, je vous prendrais, mes enfants, 5 dans l'œil de Satan, et nous partirions sans nous retourner. Nous quitterions ce maudit pays. Tu nous as tout pris, notre santé, notre jeunesse, notre lumière. Tu n'auras pas notre avenir. Si j'avais un franc, j'irais cracher sur l'usine avant de partir. J'irais voir la marchande de légumes. Elle est si gentille. Je lui dirai, nous partons. Je t'enverrai des dates. Il ne faudra pas les vendre. C'est que pour toi. On ne prendra que les livres d'école et les cahiers et les crayons. Je fermerai la maison. Je lancerai la clé au loin. Je jetterai un peu d'eau derrière nous pour éloigner le mauvais sort. On prendrait du pain et du fromage. On monterait dans la voiture et on roulerait sans s'arrêter. Oui, on partirait sans se retourner, sans un regard, sans un regret. Voilà ce que je ferais si j'avais un franc. Voilà, et les petites au cimetière, ce sont vos sœurs. Hein. Oui. Votre maman a perdu trois sœurs, trois de ses filles. Oui, en bas âge, environ 1 an, 18 mois. Et donc ça a été... la mortalité infantile, c'est un concept comme ça, mais ça arrivait souvent dans les familles. À l'époque, dans les familles où il y avait 13 enfants, puisque votre maman a enfanté 13 fois. Hein. Exactement. Donc il y avait des... Voilà, et on perdait des enfants, c'était... courant, mais à chaque fois c'était bien sûr une immense douleur. 2 de vos sœurs avaient le même prénom. Hein. Oui, Saïda. La chanceuse. La chanceuse.
C'est ça que ça veut dire. C'est Aïda. Alors, on va parler de la grande star de l'époque. Alors, il y avait bien sûr Radio Le Caire, donc on écoutait les nouvelles de Radio Le Caire avec le président Nasser, égyptien, là, qui prenait la tête des pays arabes. Il y avait la conférence de Bandung. Et puis, il y avait donc une star. C'était Farid El-Atrache. Tout le monde l'aimait. Les Algériens l'aimaient jusqu'au jour où... Alors la chanson s'appelle Bissat Eri, et pourquoi cette chanson a-t-elle fâché les Algériens? Bissat El-Rih, c'est Farid El-Atrache, bien sûr. Ça s'appelle le tapis volant, en fait, la traduction, le tapis volant. Donc la chanson raconte qu'il aimerait bien avoir un tapis volant pour se promener, voguer au-delà des pays. Donc il raconte les pays qui survolent. Bagdad, la Syrie, le Liban, Tunis, et il saute directement à Marrakech. Et donc on est quand même dans les années 50, et les Algériens avaient envie qu'on parle de leur pays, en tout cas il manquait un couplet. Il manquait un couplet, il manquait un pays. C'est ça. Et donc ils ont écouté, réécouté. Non, Farid les avait oubliés. Ça a été vraiment un gros traumatisme. Alors, votre mère, qui lâchait jamais le morceau, voulait absolument aller en Algérie, et votre père finit par dire oui et par poser 4 mois de congé, 4 mois de vacances au printemps 1961. Ils avaient bien choisi leur date, leurs parents. Hein. C'était calme, l'Algérie, au printemps 61. Oui. C'était pas forcément le moment où y aller pour faire du tourisme. Mais bon, vous partez. Oui. Hein, vous partez, vous découvrez l'Algérie. Hein, oui. Alors, donc le voyage dans l'autre sens, hein, pareil. Hein, le bateau. Oui. Les affres du bateau. Voilà, les affres. Vous arrivez à Alger. Comment est Alger quand vous débarquez en 61? Vu avec le regard d'un petit garçon, c'est une ville. D'abord, ce qui m'a marqué, c'est la mer. On la voyait tout le temps, bleue à l'horizon. La chaleur, il faisait bon tout le temps, c'était agréable. Les gens étaient joyeux dans la journée. Et à côté de ça, par exemple le soir, où on entendait les coups de canon, des coups de fusil, on entendait, quand on sortait dans la journée aussi, on voyait beaucoup de militaires, beaucoup de soldats, et ils nous contrôlaient tout le temps, et donc et les gens parlaient, ils disaient les paras, donc il y avait les parachutistes de Bijar, pardon. Général Bijar, oui. Voilà. Bijar, il fait la viande. Voilà, pardon. Et donc, mais on trouvait ça, enfin moi je trouvais ça normal d'être contrôlé tout le temps. En fait, je me suis pas posé de questions, c'est juste, oui, on est arrêté par un militaire, 2, 3, 4 quand on allait se promener, et puis c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vu d'un enfant, c'était juste des vacances. Donc, votre famille était dans quel quartier? À Climat de France. C'était extraordinaire. C'est un gros bloc, Climat de France. Ouais, c'est grand, c'est juste au-dessus de Babelwed. Ouais. Et donc ils étaient là. D'abord Climat de France. Vous avez parlé tout à l'heure de produits chimiques. Climat de France. Quand on vient de France et qu'on sait ce que le climat dans le Nord, donc c'était un peu spécial. C'était parce que c'était sur les hauteurs, donc il faisait. C'est pas là où le Corbusier avait fait sa cité. Exactement. C'est ça. ça. Elle est incroyable cette cité. Elle est classée monument. Juste en face. Ah ouais. Juste en face. Quel immeuble. C'était cette espèce de cité. Oui. Ouais. Et c'est exactement là, c'est juste en face, à quelques dizaines de mètres de là, qu'habitaient mes oncles. Et donc. Et après, vous partez donc hop, direction le désert. Hein, oui. Biskra. D'abord, on y va avec mon père et moi, tout seul, pour voir un peu comment ça se passe, parce que les routes n'étaient pas sûres, c'était compliqué, il y avait le bus, et donc si jamais ça se passait bien, ils sont revenus, puis finalement ils sont pas venus parce que c'était vraiment la sécurité à tout moment. Quel souvenir vous gardez de ce premier contact avec l'Algérie? Franchement, merveilleux. C'était d'abord à Alger, c'était la ville, une grande ville. C'est la première fois que je voyais une grande ville. Moi, j'étais à Aumont, dans une petite ville industrielle du Nord, et donc il y avait la grande ville, l'effervescence, la musique, etc. Et puis après, le Biskra, l'Ichana, plus exactement, juste à côté de Biskra, et les palmiers, la chaleur, l'eau, c'était incroyable. C'était beau tout le temps. C'était beau tous les jours. Et les piments. Et les piments, bien sûr. Et les piments, bien sûr.
Votre génération, c'est pas la génération qui allait tous les étés au bled, en fait. Non. D'abord, on allait au bled avec les parents, puis c'était compliqué, c'était cher pour emmener toute la famille, donc on ne partait pas tous les ans, ça c'est sûr et certain, on partait tous les 5-6 ans. Ils se sont mariés en 52 et sont repartis en 61. Vous voyez, 9 ans avant de pouvoir faire le premier voyage, le premier retour. Donc c'était compliqué, c'était cher, c'est compliqué, il faut aller avoir des congés, il faut aller remplir les valises pour apporter des cadeaux à tout le monde. Tous les Algériens immigrés connaissent la chanson, et donc voilà quoi. Et à l'époque, on s'écrivait, hein. On s'écrivait beaucoup. Il y avait les écrivains, alors publics, ceux qui écrivaient pour les autres, mais voilà, il fallait, je te donne des nouvelles de ma santé et je vais bien. Enfin voilà, c'était pas immédiat comme aujourd'hui. C'était que ça. Il y avait ceux qui savaient écrire dans les cafés. Donc ça se passait surtout au café, évidemment. Et donc on écrivait effectivement des lettres avec des introductions à n'en plus finir avant d'arriver aux fêtes. Et quelquefois on voulait juste savoir s'ils étaient vivants, c'est tout. Bon, alors, ça s'appelle « Si j'avais un franc », c'est le titre de votre premier roman. Montrez-le à la caméra, si vous voulez bien, Abdelkrim Saifi. C'est bouleversant, vous allez voir, vous allez prendre un plaisir fou à voir toutes ces époques. Alors, il y a celles qu'on connaît mieux, puis il y a celles qu'on connaît moins bien, hein, comme l'arrivée de votre papa en 48, dans le nord de la France, l'arrivée des premières grandes surfaces en France et votre mère qui menace de vous excommunier, de vous sortir de son livret de famille si vous allez manger le couscous dans le grand magasin Continent. Exactement, ça a été un grand moment ça. En fait, effectivement, c'était le temps où s'ouvraient les grandes surfaces, les premières grandes surfaces. Et puis, il y a eu les cafétérias qui se sont ouverts et donc c'était très à la mode, tout le monde en parlait. Il y avait ceux qui avaient mangé là-bas et ceux qui n'avaient pas mangé. L'humanité se découpait en deux. Et donc, et un jour, on a dit, nous, on veut y aller, on veut aller dans ce restaurant-là. Et on a fait une blague à notre mère, à Yamina, pour lui dire, ce soir, on mange là-bas et on va manger du couscous. Elle a mal pris. Elle dit, j'irai à la mairie et je vais vous enlever de mon livret de famille. C'est exactement ça qu'elle a dit. Bon, je voulais qu'on écoute quelqu'un qu'on n'écoute jamais sur Beurre FM et qui passe pas souvent à la radio, et pourtant Dieu sait qu'il a compté, c'est un des chanteurs francophones les plus connus dans le monde, c'est Adamo. C'est aussi l'époque où on écoutait beaucoup la radio. Vous aviez un petit transistor que vous écoutiez la nuit dans votre lit. Oui, en fait, comme on était pris d'asthme, comme on disait à l'époque, l'asthme, les crises arrivaient surtout la nuit. Et donc on avait du mal à dormir parce qu'on cherchait la respiration, les filets d'air frais. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui aidait à tenir. Et donc on était sur le rebord de la fenêtre et on voyait tous ceux qui avaient de l'asthme dans les environs. Et donc j'écoutais effectivement cette petite radio pour passer le temps. Voilà, et on va écouter Adamo qui justement chante la nuit. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous écouter, un vrai bonheur. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Bon dimanche à tous. Merci à vous.